Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. Hier, nous parlions de la rentrée scolaire. Ce soir, c'est la rentrée sociale. Ça a eu déjà dans la classe, en tout cas pour la lutte des classes, c'est l'heure du causement réunionnais. Je vais pas demander à Jean-Yves Payette, qui est au secrétaire général de la CGTR et également représentant de lutte ouvrière à La Réunion, qui a le beau rôle, qui a le mauvais rôle, parce que on voit les différents mouvements sociaux qui se mettent en place. On voit que on commence les revendications sociales sont là. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rentrée? Ça va être une année chaleureuse? Juste une petite rectification, je suis secrétaire général de l'Union régionale SCGTR, pas secrétaire général de la Confédération. Il n'a pas encore pris la place de Jean Ouarou. Non, j'ai pas ça. Oui, pardon. Heureusement que je me suis manifesté parce que sinon, je n'aurais même pas vu. Bien. Écoutez, la situation, on voit que pour les travailleurs, en tout cas, il n'y a pas une lueur d'espoir avec ce gouvernement, des attaques tout azimuts contre les droits de ceux qui travaillent, contre ceux qui sont les travailleurs qui sont à la retraite, etc., qui voient leurs revenus. Moi, j'ai discuté avec des retraités ce week-end et les copains ils disaient qu'ils avaient 75 € de baisse de revenus mensuels. Donc tout ça, c'est vraiment des attaques tout azimuts contre les travailleurs. De la CSG l'effet de la CSG sur les retraites. La contribution sociale. Et c'est vrai que ça, oui. Parallèlement, le gouvernement baisse les charges sociales. Non, donc pas une façon de compenser. C'est-à-dire les retraites, ils perdent. Les retraités sont perdants. Ils perdent, et pour le moment, on a fait passer quelque chose qui est plus pour le patronat d'ailleurs, qui est la baisse des cotisations sociales, notamment salariales aussi, pour juste compenser. Mais ça compense pas en totalité. Il y a aussi des baisses. Mais ça, c'est au début. Oui, on sait très bien que là, il s'agit de diviser ceux qui sont en retraite contre ceux les plus jeunes, ceux qui vont aller à la retraite, etc. Il y a toute une politique aujourd'hui qui est mise en place, qui est une attaque, je veux dire, globale contre le monde du travail. Et notamment, ça, c'est une réalité. Ce que dit Jean-Luc Payette, et moi je l'ai entendu, là, on l'entend en ce moment quand on écoute la radio. Effectivement, il y a une baisse des retraites qui va de 30 € jusqu'à 100 €, quoi. Oui, tout à fait, beaucoup tout à fait. Sur une retraite, une petite retraite. Vous savez, ce qui est scandaleux, c'est dans une période où on nous dit que les riches sont de plus en plus riches. D'accord? Où on nous dit que 82% des richesses créées au niveau mondial sont accaparées par 1% seulement des personnes. Donc, c'est pas un problème d'argent. Il y a de l'argent pour augmenter les retraites. Il y a de l'argent pour donner à tous un travail. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a le patronat, il est dominant, politiquement, au niveau socialement, etc. Sur l'ensemble de la planète, il a des gouvernements à son service qui fait qu'ils attaquent le droit des travailleurs. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est que justement, c'est que les travailleurs reprennent le chemin de la solidarité, de la lutte pour, je dirais, stopper ces attaques-là. Parce que en face, le patronat, les milliardaires, eux, ce qu'ils veulent, c'est s'ils ont 1 milliard, ils en veulent 2, quel que soit le coût. Mais c'est peut-être un peu malin aussi de la part du gouvernement, parce qu'en s'attaquant aux retraités, ils se disent que les retraités vont pas descendre dans la rue. Tout à fait, c'est lâche en plus. Mais moi, je sais pas s'ils vont descendre dans la rue, mais en tout cas, ceux qui ont encore la force de descendre et qui vont voir dans les mois qui viennent leur retraite baisser, et qui vont discuter avec les salariés qui sont au travail en disant voilà ce qui vous attend dans les années qui viennent, et ben j'espère que oui, il y aura un mouvement social pour arrêter cette attaque contre le monde du travail. Il y a une réalité aussi sur un fait, c'est que on voit, là je suis au niveau du dogme. Quelle vision politique? Regardez l'évolution. Aujourd'hui, on est sur du social-démocrate, social-libéral. On voit que en Allemagne, le CDU de Martin Schulz, qui est plus à gauche, avec l'SPD de Angela Merkel, essaye de trouver une union pour gouverner. C'est l'inverse, c'est pas grave. Oui, exactement, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, j'ai dit une bêtise en plus. CDU de Angela Merkel et l'SPD de Martin Schulz. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, Jean-Yves Payette et les gens qui le suivent ne sont pas arc-boutés sur un dogme, c'est-à-dire mettre en commun les biens. Et aujourd'hui, on voit que c'est l'argent. L'argent qui prime, c'est le pouvoir, c'est la compétition, c'est le libéralisme. Comment faire aujourd'hui pour faire que les entreprises qui gagnent de l'argent acceptent de partager une partie
Vous savez, on peut pas le ces demander bénéfices. d'être, je dirais, de manière naturelle de partager. On va demander à un capitaliste de partager sa fortune et de plus vous rêver de s'il a 2 ou 3 milliards même qui a provoqué une guerre, même a provoqué des famines pour doubler sa fortune. Je veux dire, c'est quelque chose de naturel chez le capitaliste. Il peut pas faire autrement. On peut pas lui demander d'être raisonnable. La seule manière de lui rendre raisonnable, c'est justement que les travailleurs reprennent le chemin de la lutte et une menace justement de dire, écoutez, là, ça suffit. Hein, ça suffit ces licenciements boursiers, ça suffit de voir 80% des jeunes à La Réunion sans travail ou avec des petits contrats précaires. Ça suffit de voir que dans les hôpitaux, alors qu'il manque des aides-soignants, des infirmières, des médecins, etc., on décide de supprimer des lits à la belle pierre. Ça suffit que dans les EHPAD, lorsqu'il y aura de plus en plus de personnes âgées, où il n'y a pas suffisamment de personnel, et c'est un personnel très mal payé, voilà. Et ben moi je suis scandalisé pour voir autant de richesses concentrées dans les mains et avec des gouvernements successifs qui ont encouragé ce mouvement-là de faire que les riches, soi-disant parce qu'ils deviendront plus riches, ils vont créer des richesses. Eh ben non, on n'est plus dans une période où il y a une création de richesses, il n'y a plus de création de croissance, il n'y a pas de croissance économique basée sur la production. La croissance économique actuelle est essentiellement sur la spéculation. Quand on voit les salaires des footballeurs ou des tableaux d'art, etc., achetés à des prix, ça c'est pas un bon signe économique. Ça veut dire que justement, les capitalistes, ils ont tellement de fric, ils ont tellement d'argent qu'ils savent, justement, ils sont là en train de spéculer avec, mais les besoins de la population, les besoins en matière de santé, en matière de logement, etc. Eh ben, oui, si on veut voir notre sort amélioré, il faut faire comme on l'a toujours fait. C'est-à-dire, justement, par la lutte, en exigeant justement que nos besoins à nous, notamment nos besoins primaires, c'est-à-dire à manger, à se loger, à avoir la santé, à avoir l'éducation, et bien ça doit être obligatoirement satisfait, et même s'il faut pour cela faire diminuer quelques fortunes. Jean-Yves Payette, quand on regarde aujourd'hui une grande marque comme Carrefour, qui est en train de digitaliser ses commerces, donc qui va sacrifier, bien sûr, entre 2500 et 5000 emplois, on voit d'autres entreprises qui absolument robotisent. D'une façon ou d'une autre, l'être humain est sacrifié. Et si on peut réduire encore les coûts par rapport à des pays comme la Chine, par exemple, surtout par rapport à l'Asie, on voit bien que le libéralisme impose ces règles. Mais attendez, là c'est une question. On essaye de faire passer des idées comme si que diminuer, payer des caissières de Carrefour ou à 900 € lorsqu'elles ont bac plus 2 ou bac plus 4, c'est un problème de concurrence avec les Chinoises. Il faut arrêter de dire n'importe quoi là-dessus. Aujourd'hui, notamment si on regarde l'économie réunionnaise, on est en concurrence avec quoi ? C'est pas les pays étrangers qui posent des problèmes de concurrence. Il y a un problème de bas salaire. Il faut augmenter les salaires. Quand on regarde justement tout l'argent qu'il y a, avec les grands travaux, etc. Et là, on fait des chèques. Il manque 250 petits millions pour la route du littoral. On trouve de l'argent une semaine. Et il manque 10 ou 15 ou 20 millions pour les hôpitaux. On ne trouve pas. Tout ça, c'est scandaleux. Enfin, que le gouvernement vient de donner au moins 40 millions, là. Oui, sauf que dans les murs, etc., mais ils suppriment quand même des lits. Alors, il y a un problème. Soit à La Réunion, on n'est plus malade, ou soit on veut, dans la réalité, encourager toujours le privé derrière. Parce moi, je pense qu'il y a une organisation derrière tout ça, d'aider et de favoriser les cliniques privées. Parce qu'il est quand même pas normal que les cliniques privées sont pleines, des fois à plus de 100%. Je demande comment ils font. Et que les hôpitaux publics, sans doute, il doit y avoir des problèmes de gestion qu'il faut revoir, mais il est inadmissible qu'aujourd'hui, alors que moi je vois à Saint-Benoît où les infirmières parlent qu'elles n'arrivent pas à prendre leur congé, etc. Et puis on dit qu'il y a trop de postes, mais il y a un souci. Voilà. Donc cet argent-là, où l'argent, il y en a. Il y en a pour aller faire des guerres, pour défendre les intérêts des grands groupes capitalistes dans le monde. Et ben nous, on est pour que cet argent-là soit utilisé pour défendre les intérêts de la population. Alors comment justement faire en sorte qu'on peut inverser ces tendances? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, même quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui est président de la République, qui a été bien sûr formaté au libéralisme, aussi bien dans son travail que dans sa formation. Comment ramener je dirais les travailleurs à manifester? Parce que il y a une réalité aussi, Jean-Yves Payette, c'est que quand on regarde les manifestations des syndicats, il y a de moins en moins de monde dans la rue. Moins de bien mobilisation, sûr, bien effectivement. Mais c'est pour ça que les capitalistes attaquent. C'est pour ça que le gouvernement, au service de ces capitalistes, dit, la passée, on peut continuer. D'accord? Et bien, justement, notre mission à nous,
Elle n'est pas de pleurer sur une situation. Elle est dit, on n'a pas le choix. Ouais. C'est une question de survie pour, pour les retraités, c'est une question de survie pour les malades, c'est une question de survie pour les jeunes aujourd'hui qui partent à l'école et qui n'ont pas suffisamment d'instit. Là, on parle de suppression d'ASEM dans les écoles, etc. Eh bien oui, il n'y a pas d'autre solution que reprendre le chemin de la solidarité, que reprendre le chemin de la lutte, que de dire que nos besoins, on ne discute pas, ça doit être satisfait. Hein, parce que nous, on ne demande pas à voir des œuvres d'art, on ne demande pas à distribuer à la Saint-Valentin des diamants pour des maîtresses ou autres. Nous, ce qu'on a besoin, c'est des primaires. Hein, les besoins primaires, ça doit être satisfait et tout de suite. Et si les travailleurs, pardon, oui, n'êtes pas gentil. Oui, non, mais parce que les travailleurs n'ont pas la possibilité d'acheter des diamants de toute façon. Et en tout cas, encore moins. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est pas normal. Hein, ce qui est pas normal aujourd'hui, c'est que de l'argent, il y en a. Ouais. Et que tout le monde répète en permanence qu'on est en crise. Mais les travailleurs sont en crise. Les licenciements, etc., se sont faits par centaines de milliers. Mais certainement pas, les capitalistes sont pas en crise. Hein, les fortunes n'arrêtent pas d'augmenter en permanence chaque année. On nous dit que les records sont battus. Par contre, les records de ceux qui du chômage, de la misère, des emplois précaires, etc. sont également battus. Ouais. Voilà, sont également battus. Et donc, il y a pas. On peut essayer de trouver des chemins faciles. Il n'y a pas de chemin facile pour construire justement la possibilité de combattre cette politique. Il n'y a pas d'autre chemin que la solidarité et la lutte dans les entreprises, dans la rue. Oui, il faudra des grosses manifestations, plus importantes que celles qui ont eu dans les années qui viennent de se passer, pour pouvoir bloquer ce gouvernement. Et il n'y a que si, justement, c'est des dizaines de milliers de travailleurs qui descendent dans la rue à La Réunion, des centaines de milliers, voire des millions en France, que ces patrons, hein, qui justement quand ils verront leurs usines ou leurs supermarchés se vider des travailleurs, etc., et qu'ils pourront pas faire tourner l'entreprise, diront au gouvernement, ok, là on fait une pause et il faudra augmenter les salaires. S'il n'y a pas ça, oui, ils vont continuer à attaquer. Hein. Oui, ils vont continuer à rendre de plus en plus précaires. Et là, on va attaquer les retraites. Hein, je crois que dès le premier trimestre, là, on va attaquer sur le plan des retraites. Comme si, et à La Réunion, les retraites, je rappelle, c'est en dessous de 700 € en moyenne. On va attaquer sur le logement aussi. Donc, on va attaquer sur le logement. Quand on voit la retraite pleine, depuis août l'année dernière, elle est ramenée à 67 ans. Entre la Sécu et la retraite complémentaire. Il y a eu un débat complètement flou, etc. là-dessus. Mais moi, j'ai regardé, moi qui aura, à 62 ans, j'aurai mon quota, mais je pourrai pas partir. J'aurai mon quota Sécu, mais je pourrai pas partir, comme la plupart des travailleurs, avec une retraite pleine, qu'à partir de 67 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes qui arrivent sur le marché? Hein, si nous, on doit continuer à bosser jusqu'à 67 ans, etc. C'est vrai, là, il y a vraiment une politique aujourd'hui qui est de faire le maximum d'économies pour le transférer directement dans les caisses du grand patronat sous forme de subventions et autres. Et ça, c'est dû essentiellement à ce que le rapport de force aujourd'hui, elle est défavorable aux salariés. Je vais vous mettre un peu en colère, je pense. Vous avez vu ce rapport qui dit qu'il faut baisser le SMIC en France ? Ah bah oui, d'ailleurs ceux qui préconisent ça, eux, ils gagnent un peu plus que le SMIC. Hein. À mon avis, il faudrait peut-être 5 ou 10 SMIC qui touchent. Je pense qu'il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Les salaires sont aujourd'hui faibles en France, hein, sont même à La Réunion. Le souci, c'est aujourd'hui permettre à tous d'avoir accès à un emploi. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution. Si les plus riches ne payent plus d'impôts, parce que c'est ça qui se passe avec la défiscalisation, etc. L'État a moins de moyens et ensuite moins de possibilités de créer des postes de l'éducation nationale, de fonctionnaires et autres, ou même de financer des grands travaux utiles à la population. Donc le gros souci aujourd'hui, c'est de dire, nous, ça ne nous sert à rien, hein, qu'il y ait des milliardaires, hein, qui, parce qu'ils s'appuient sur leur puissance de l'argent pour pouvoir continuer leur richesse, augmenter leur richesse. Eh bien, il faudra qu'en face, des travailleurs leur rappellent que dans l'histoire, si on a eu des améliorations de nos conditions de vie, de travail, la sécurité sociale, etc., ce sont des grandes luttes sociales, hein, des grandes manifestations. C'est parce que, à l'époque, les capitalistes, les milliardaires, le grand patronat avaient peur de la classe ouvrière. Eh bien, les travailleurs doivent reprendre le chemin de la lutte. Sophie Payette, quelles vont être les actions auxquelles il faut s'attendre pour cette année? Comment allez-vous, sur le terrain, vous battre?
Je pense qu'en disant toute cette vérité-là aux travailleurs, qui le savent déjà. Le problème aujourd'hui, c'est que on a eu, il y a sans doute eu ces derniers mois un problème de défaitisme ambiant. Hein. Mais dans l'histoire, c'est pas la première fois. Et justement, que souvent, quand on pensait qu'il y aurait rien, hein, pendant des mois, voilà, il n'y a plus rien. Et quelques journées ou quelques semaines suffisent pour que justement les grandes luttes sociales repartent en avant. Et nous, notre rôle à nous, c'est que si ces luttes sociales se met dans la rue, justement, c'est avec des revendications bien précises. Hein, il faudra discuter des salaires, il faudra discuter du plein emploi, il faudra discuter du logement pour tous. Voilà, ça va être des revendications pour justement contrecarrer cette politique. Mais là, vous parlez de votre casquette de syndicaliste, mais vous êtes ici aussi parce que vous représentez lutte ouvrière. Ouais. Mais à ce niveau-là, Jean-Yves Payette, j'aurais tendance à vous dire que vous êtes un peu comme Sœur Anne et vous ne voyez toujours rien venir parce que ça fait longtemps que vous tenez ce discours. Tout à fait. Ceux qui ont lutté, on a vu la dernière présidentielle, on a vu le résultat de la France Insoumise, on a vu le résultat du Front National, mais lutte ouvrière, malheureusement, vous êtes quasi inexistant. Ceux qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage, ils pesaient pas plus que nous pendant les périodes où les esclaves baissaient la tête. Mais quand les esclaves sont relevés la tête, ils étaient majoritaires. Et nous, notre but à nous, c'est pas de dire qu'il y a des solutions simples, c'est pas de dire que il suffit que Jean-Yves Payette soit élu pour que les choses changent. Mais il faut que le rapport social change. Il faut que justement, vous savez, dans cette société capitaliste, c'est les travailleurs qui font tout fonctionner. Les capitalistes, on n'a pas besoin d'eux. Hein? On n'a pas besoin de ceux qui spéculent en bourse, de ceux qui magouillent pour avoir une petite guerre quelque part pour vendre pour quelques milliards d'armements aux États, etc. Ce qu'on a besoin, justement, c'est de ces travailleurs qui travaillent dans les banques, qui travaillent dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. et qui dans les usines et tout, qui font tourner l'économie. Et bien, justement, s'il y a ces travailleurs-là prennent conscience de leur force et de leur rôle social, on peut changer les choses. Et on a vu dans le passé que cela a été possible. Il y a eu les grandes luttes, les grandes avancées sociales qu'on a eues. Oui, c'était 36, c'était des périodes où on n'attendait plus. Hein, les travailleurs, c'était le fascisme qui montait de partout, les patrons, ils installaient les capitalistes s'installaient partout en Europe des pays fascistes pour pouvoir mater justement la classe ouvrière. Et on a vu le réveil de la classe ouvrière en 36, qui nous a jusqu'à maintenant apporté des grandes avancées. Oui, il faudra... 36-2018, ça fait un bout de temps quand même. Là. Il y a eu entre-temps plusieurs luttes qui ont permis aussi d'améliorer les choses. Je veux dire, après la guerre, mais sauf que le socle, c'était quand même 36. Mais après la guerre, s'appuyant sur ce socle-là, les travailleurs se sont battus pour pouvoir justement améliorer leur sort. Et s'il n'y a pas aujourd'hui, vu les attaques depuis de nombreuses années, hein, s'il n'y a pas aujourd'hui une grande lutte sociale en France ou en Europe, ou à La Réunion partout, oui, les attaques vont continuer. Hein, je peux dire l'inverse, je peux essayer de dire voilà, il y a peut-être des trucs plus faciles à faire, mais ce serait mentir aux gens. Hein. Si les travailleurs dans les entreprises ne reprennent pas le chemin de la solidarité et de la lutte, les patrons ils vont pas donner des augmentations de salaire. Hein. Si on n'arrête pas les augmentations de cadence, oui, il y aura encore des travailleurs qui dans le BTP ou ailleurs vont mourir. Hein, voilà. Et donc ce qu'il faut, c'est cette solidarité-là pour les travailleurs, c'est une question de survie. Hein, c'est pas seulement pour faire joli, pour avoir un poste d'élu, etc. C'est vraiment une question de survie pour la plupart des travailleurs et des plus pauvres. On arrive au terme de cette discussion, mais juste avant de conclure, les négociations obligatoires annuelles cette année dans le BTP, ça sera simple ou vous pensez qu'il y aura de la... C'est les travailleurs du BTP qui doivent répondre à cette question. Mais en tout cas, j'espère que comme tous les ans, là c'est une des preuves, hein, même s'ils arrachent pas énormément chaque année, mais n'empêche qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même faire honneur à ces ouvriers du BTP, qui un simple manœuvre du BTP, même si même des fois, ça arrive que c'est des camarades illettrés pour certains, leurs salaires sont plus élevés que les caissières qui sont Bac+2 ou Bac+3 en supermarché, et ces caissiers-là doivent prendre l'exemple sur ces travailleurs qui se battent tous les ans, hein, pour avoir des augmentations de salaire. Ceux qui se battent, ils ont de l'espoir. Et ceux qui ne se battent plus, s'il n'y a plus d'espoir, voilà. Donc, ce qu'il faut, et le patronat va continuer à écraser. Je pense que justement, là où il faut recréer cet espoir, que la lutte, ça a toujours payé. Hein. Et la solidarité, on a toujours en tant que travailleur été gagnant quand on est solidaire.
Hein. On est perdant quand on croit qu'il faut individuellement réfléchir et individuellement trouver une solution. Ça, c'est pas possible. Merci Jean-Yves Payette. Donc, C'est moi qui vous remercie. Donc de la SGTR et de lutte ouvrière. En tout cas, on aura l'occasion de revenir parce qu'il y a quand même pas mal de conflits sociaux en ce début d'année. On en reviendra sans doute, entre autres, sur les services à la personne. Je crois que là, la solution n'est toujours pas trouvée. Merci à vous. On va juste nous faire la transition, et c'est une coïncidence, mais je tenais à vous montrer une Réunionnaise qui adore, je dirais, la culture russe. C'est Jacqueline Noirot. Elle est donc, on va parler donc de l'association franco-russe. Elle nous dit pourquoi elle est passionnée de musique et de chant russe. D'où est venue cette passion pour la musique, pour la chanson russe? Depuis, en fait, j'ai été au conservatoire et puis je faisais beaucoup de chant lyrique. Et tout dernièrement, j'ai été approchée par Manouchkaya qui m'a demandé si je pouvais venir chanter la musique russe. Et j'avais un professeur, Françoise Lallemand, qui chantait russe et ukrainien. Et je m'étais déjà passionnée pour tous les opéras en russe et en ukrainien, surtout en russe. Et du coup, voilà, j'ai voulu chanter avec Manouchkaya. Qu'est-ce que vous aimez dans la tradition russe, dans tout ce qui concerne, je dirais, les traditions et le patrimoine russe? J'aime beaucoup déjà, alors j'ai un rêve de petite fille d'aller en Russie, de voir des bâtiments absolument magnifiques, une culture pleine de choses, d'histoire en fait. Hein. C'est surtout l'histoire de Russie qui m'intéresse beaucoup. Et puis j'aime beaucoup la musique slave, la musique russe. Sont des sonorités qui sont très graves et comme je suis mezzo, donc forcément ça ne pouvait que me plaire. Quels sont les mets de tradition, les mets de tradition russe que vous aimez manger? Bah écoutez, j'en mange pas beaucoup, surtout à la Réunion. Non, mais voilà, quand il y a une soirée comme ça, voilà. Le plus souvent, ce que je mange, c'est la salade russe, quoi, comme tout le monde, je crois. Que la salade russe, voilà. On revient donc sur sur ce que je voulais vous dire, puisque j'ai été surpris par le retour. La question, c'est de savoir, maintenant on va parler de politique de ville, et quand on dit politique de ville, c'est comment se définit la politique de chaque ville. Ce soir, dans Gadiam Réunionnais, nous posons la question à Camille Baumard, elle est élue à la Possession. Camille Baumard, bonsoir. Donc bonsoir. Alors, élu à la Possession, alors la délégation exacte c'est? Et délégué à la politique de la ville. Alors j'ai plusieurs délégations, mais là c'est... Mais vous êtes adjointe ou... Adjointe de secteur, D'accord. oui, de centre, donc au niveau de la proximité. Alors, quand on parle de politique de la ville, globalement, c'est quoi une politique de la ville? La politique de la ville, c'est, ça regroupe plusieurs politiques publiques, on va dire. Donc, dans ce que je travaille, c'est beaucoup faire émerger le potentiel des habitants qui œuvrent sur la commune. Après, principalement, on a des aides plus ciblées sur les quartiers prioritaires. Donc, on a un tout petit, à savoir que c'est le plus petit de France. Donc, c'est le quartier de Saint-Laurent. Oui. Au sein du quartier de Saint-Laurent, en fait, c'est juste le cœur de 2 groupes d'habitation. Donc, ça s'appelle le quartier Saint-Laurent, à la Possession. Quartier Saint-Laurent. Mais dans ce quartier, pas tout le quartier est prioritaire. C'est 2 groupes d'habitation. Donc, je précise bien, c'est pour ça qu'on est le plus petit au niveau de France. Pourquoi, c'est quoi les critères de... Alors, je ne sais pas forcément les critères, mais en tout cas, c'est au niveau des revenus. Les calculs ont changé avec le contrat de ville. Et du coup, ça se fait qu'on a perdu 3 quartiers. Donc, on avait Centre-Ville, Rivière-des-Galets et Saint-Laurent entièrement. Et du coup, on s'est ciblé plus sur 2 groupes d'habitation maintenant.
Donc, Quand vous dites que vous avez perdu, c'est parce qu'il n'y a pas... avec le nouveau calcul des le revenus. nouveau calcul, Voilà, parce qu'à la possession, il y a quand même il y a un haut revenu. On nous dit haut revenu, mais il faut savoir que malgré les hauts revenus de nos résidences, de nos quartiers, on a quand même, là récemment, de plus en plus d'habitations, de création de bâtiments, de résidences, que ce Donc soit cette ailleurs. perte ne résulte pas d'un manquement de la part des services municipaux, non? Non, du tout. C'est par rapport aux D'accord. revenus des habitants qu'on a perdu des quartiers, qu'on s'est ciblé sur 2 groupes d'habitation. C'est dommage, mais voilà. Ouais, mais là, votre politique de la ville se concentre uniquement sur ce Sur ces 2 groupes d'habitation, oui. Sur ces deux, et il y a combien d'habitations à peu près dans ce secteur? 1200 environ habitants. Ah, ça fait quand même du... Voilà, du 1200 monde, ouais. habitants. D'accord. On a une part, du coup, une subvention de l'État et une grosse partie, donc, que la commune subventionne et finance. Et D'accord. on est quand même en train de trouver d'autres moyens pour œuvrer sur les autres quartiers qui, nous, on voit déjà, hein, par rapport au diagnostic qu'on fait partager sur les territoires, qui pourrait devenir aussi un quartier prioritaire, et on essaie de se battre. Donc, du coup, on est en train de créer un centre social sur le quartier Moulin-Joly qui englobe aussi dans la zone géographique Saint-Laurent, Sainte-Thérèse, pour un premier jet. Donc voilà, pour déjà travailler avec les habitants. Mais là, concrètement, quand on dit politique de la ville, par exemple, concernant ce secteur, vous allez faire quoi Alors, on a exactement? plusieurs domaines, hein, plusieurs piliers. On a le développement économique sur ce quartier. On a la cohésion sociale. On a le cadre de vie à améliorer. Et puis après, on a d'autres leviers autour de la politique de la ville qu'on utilise pour faire émerger des actions, des projets, des porteurs de projets, malgré qu'ils soient prioritaires. Et donc, voilà. Ça veut dire que vous travaillez en collaboration avec les associations qui sont Oui. sur le terrain, Donc, à savoir qu'on qui sont porteurs de projets, qui sont pas... Oui, alors en fait, justement, par rapport à ça, on a un projet au niveau du développement économique, on a travaillé avec le pôle insertion, avec notre référent, on a une coordonnatrice de tous les dispositifs, et on a créé le café des initiatives, justement, pour faire connaître aux habitants qu'on va mettre en place des ateliers pour les aider à faire émerger le projet, à les guider, les accompagner. Donc, on a un organisme, UBEX, qui nous a suivis là-dessus. Donc cette année, c'est pour encore continuer là-dessus. Hein. Il y a des porteurs de projets. Il y en a d'autres quartiers, mais on a quand même recensé pas mal sur le quartier prioritaire. Mais C'est là, pour les ça veut aider. dire que la commune met de l'argent, sinon vous avez d'autres moyens de financement. On met quand même une grosse partie. Il y a droit mais... peut-être à des subventions. Si, voilà. Alors, grâce à ça, heureusement, pour œuvrer sur le quartier, on a la taxe foncière sur le patrimoine bâti qu'on reçoit avec la SHLMR. Donc, pas à 100%, mais une partie. On a comme levier les appels à projets de l'État. Donc, on a un bel exemple sur Saint-Laurent où on a pu faire une rénovation d'un case avec le RSMA. Donc, c'était l'appel à projet. Et ensuite, on a comme levier, j'essaie de ne pas oublier, bon, là, le centre social prochainement qui va nous aider aussi avec leur budget. Et puis oui, on a aussi le conseil citoyen, très important à y mettre en valeur, le conseil citoyen qui vient de l'État justement, parce que les communes devaient créer des conseils de quartier, donc là on a le conseil citoyen qui est censé regrouper, qui vient de la politique de la ville justement, du quartier prioritaire, et qui est censé regrouper des habitants, des acteurs économiques du quartier, donc des magasins, des commerçants, des commerçants, voilà. D'accord. Et les gens s'impliquent, ils s'impliquent vraiment, on a plus d'habitants, oui. On a plus d'habitants qui s'impliquent, puisque vu que c'est une petite zone, il n'y a pas forcément beaucoup de commerçants aux alentours qui ont le temps. Ils ont commencé au début, c'est vrai que ça s'essouffle un peu. Du coup, nous, on est là pour essayer de garder le cap et les motiver, donc avec d'autres moyens, parce qu'on n'a pas forcément aussi, en termes de moyens humains, on manque. Et vu que l'État essaie de diminuer aussi les subventions et tout diminue, il faut innover maintenant pour permettre l'accompagnement justement de ce conseil qui quand même là commence à bien évoluer puisqu'on a fait en sorte qu'il soit suivi par une association, Réussite Couveuse Entreprise, par Madame Maé, donc qui les aide justement il y a aussi une subvention pour les former, pour rencontrer les autres conseils citoyens des autres communes. Donc voilà, on espère en tout cas que ça va que continuer. La politique de la ville, aujourd'hui, elle est devenue quelque chose de très spécifique, parce qu'il faut vraiment s'adapter au contexte, à l'environnement. Et on voit que ce n'est pas simple, puisque ne serait-ce qu'à la possession, les quartiers sont différents, les exigences sont différentes, les urgences également sont différentes. Comment, étant donné que vous êtes par secteur, comment vous faites pour vraiment avoir une politique globale, mais en même temps répondre aux attentes de chaque quartier?
Alors en fait, là, on était ciblé sur le quartier prioritaire, donc il est compris dans le secteur centre, donc le mien. J'ai 2 autres collègues qui sont 2 adjoints de secteur, donc le nord et le sud. On a découpé au niveau géographique la commune en 3 secteurs. On peut donner leur nom, c'est qui? Oui, Madame Dalel Jocelyne qui est sur le secteur sud et Madame Sophie Varia-Bourri sur le secteur nord. D'accord. Donc on a regroupé comme ça les quartiers. Et justement, on a des élus de quartier aussi au sein de tous les quartiers et on a créé ces postes d'adjoint de secteur pour coordonner, pour aller plus vite des fois aussi, en cas d'absence de l'une de l'autre, et pour justement avoir une communication plus rapide par rapport à des projets. Donc c'est pas parfait tout le temps, mais on essaye, vu qu'on est 3 femmes dynamiques, donc on essaie. Alors d'abord sur le terrain, puisqu'on parle de proximité, sur le terrain, quel est le contact avec ces personnes, avec les habitants, et comment se font les échanges, et qu'est-ce qu'ils vous demandent? Alors oui, par contre, on met beaucoup d'actions en œuvre. On a beaucoup de demandes récemment de nos jeunes qui veulent faire des studios de musique, d'enregistrement. Il s'avère que la demande est là, les projets sont là, les porteurs sont là, mais on a encore cette problématique de lourdeur administrative qui fait que parfois il y a des frustrations. Mais lourdeur administrative qui émane de la municipalité ou d'autres alors, des services de la municipalité et autres, puisque des fois, ces projets, on dépend justement de l'État ou autre, ou de la préfecture, ou d'autres subventions, de la direction régionale de la jeunesse et des sports, cohésion sociale et tout ça. Et donc, c'est le tout. Ça frustre Ça frustre parce que justement, on n'a qu'une coordonnatrice. Donc, elle est sur tous les dispositifs. Donc administratif, donc il y a vraiment pas beaucoup de temps pour être sur le terrain, pour suivre aussi tous les habitants, toutes les initiatives. Donc là, on essaie d'avancer. Justement, pour 2018, on a un projet de mobiliser une association qui va être vraiment dédiée qu'aux initiatives des habitants, pour justement pas faire la perdition de leur motivation et des projets qu'ils proposent. C'est très intéressant. On sait tous que quand il y a un projet, et surtout quand il y a des habitants qui sont autour, si ça va pas très vite, il y a un moment, il y a une démotivation et ça se perd. Justement, donc au niveau de notre mouvement politique, la priorité, c'était de mettre en avant la participation citoyenne. Et depuis qu'on est arrivé en 2014, c'est notre priorité de faire comprendre aussi au service de la mairie qu'il faut intégrer maintenant dans toutes nos démarches, les projets qui touchent les habitants en direct sur les quartiers, une notion de participation citoyenne, une notion de consultation des habitants avant de mettre en place un projet. Donc ça se fait petit à petit et après en attendant moi en tant qu'élu de quartier et aussi adjoint de secteur, on va vers les habitants, on fait des réunions où on explique maintenant un peu plus la démarche. Là par exemple ce matin on avait un comité plénier sur le contrat de ville, on intègre maintenant, on essaie d'avoir cette notion d'intégrer les habitants du conseil du conseil citoyen, des associations, donc tout autour de la table il y avait à peu près tout le monde. Et même pour nos projets d'autres maintenant, pour les budgets et tout ça, c'est innovant. On essaie de faire intégrer les habitants lors de nos réunions pour participer justement, pour savoir dire comment ça se passe. Et la difficulté pour nous aussi de mettre en place des projets, des actions, comment les financer. Ça permet déjà que ce soit plus clair pour eux. Après, c'est tout à fait normal, c'est opaque. Moi, avant d'être élu, je ne savais pas forcément comment étaient les rouages administratifs au niveau d'une collectivité. Et du coup, je trouve qu'il faut vraiment axer, il faut qu'au-delà de la commune de la possession, il faut qu'on ait cette fois-ci, il faut qu'on mette en avant ces ateliers de consultation, participation pour mettre au cœur les habitants lors des décisions. Parce qu'après, sinon, on peut louper des choses très importantes et c'est dommage. On nous dit qu'on n'a pas été assez à l'écoute et tout, donc on fait ça. Ouais. Et vous avez le sentiment que ça fait avancer les choses, là, sur le terrain? Oui, c'est vrai. Alors, il y a aussi on remonte. Au début, c'est beaucoup de frustration, la colère et tout, mais il ne faut pas lâcher à sa première étape. Il faut maintenir, parce que justement, après, quand ils vont comprendre le système, ils vont voir qu'on fait quand même les choses, même si ça ne va pas assez vite pour certains. C'est justement d'éduquer aussi, de faire comprendre à ses habitants qu'on ne peut pas tout avoir comme ça et qu'on a aussi des obligations, il faut respecter les échéances de d'autres partenaires, donc on apprend tous les jours et justement il faut maintenir. Moi je trouve que c'est bénéfique, même si parfois ils sont mécontents que ça aille pas plus vite, mais c'est très bénéfique. Là depuis 2014, vous êtes au pouvoir depuis 2014 à la possession. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait par exemple, je sais pas, donnez-moi un exemple. Au niveau de la politique de la ville. Au niveau de la politique de la ville. Donc on avait au niveau du développement économique, on a repris sur le conseil citoyen qui au début n'avait pas vraiment suivi.
suivi. Maintenant, les habitantes sont un peu plus opérationnelles, elles sont motivées et tout. Justement, qu'on a eu au niveau du développement économique, on a eu la création des cafés des initiatives, qui fait que même ces membres du conseil ont fait une présentation de leur projet. Donc, ils sont porteuses de projets aussi. On a sensibilisé un peu plus les habitantes des 2 groupes d'habitation. Donc, il y a eu des créations d'ateliers cuisine, création d'ateliers couture. Et justement, le projet d'un des membres du conseil, c'est de professionnaliser leur atelier couture. C'est-à-dire d'essayer de travailler avec le pôle association de la ville pour que ça soit en sorte de faire une association professionnelle, en fait. Oui, donc, il y a vraiment du potentiel. Maintenant, voilà, il y a du potentiel. Il faut maintenir leur motivation, justement. Et entre-temps, on a aussi on essaie de faire intégrer le centre social dans la politique, enfin au niveau du quartier prioritaire. Pour l'instant, grâce à cet agrément de préfiguration, on a créé le centre social. On a notre équipe. Il nous manque maintenant d'élaborer un projet social autour de ça, où on va accueillir en fait, on accueille tous les habitants, mais c'est vrai qu'il est positionné sur Moulin-Joly actuellement pour recevoir des gens, pour faire émerger justement leur initiative. Est-ce que j'allais dire, travailler en réseau, travailler avec d'autres communes sur la politique de la ville, c'est une idée. Parce qu'il y a eu ce samedi dernier, donc, à la possession, il y a eu cette réunion à l'initiative d'une élue de Saint-Louis, Gianna Mdoma. C'est suivre un petit peu ce que propose Jean-Louis Borloo dans le cadre de Bleu, Blanc, Zèbre. Zèbre. Et Jean-Louis Borloo va venir à la Réunion d'ici la fin du mois de février. Comment j'ai pu écouter un peu ce qui s'est dit lors de cette réunion. Comment les communes peuvent échanger leurs compétences, peuvent échanger leurs spécialités et faire en sorte qu'en réseau, ce qui a été mis en place là, si on l'adapte un petit peu là-bas, ça peut aller beaucoup plus vite. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça pourrait être une nouvelle façon d'avancer? Oui, mais justement. Alors, on avait fait une première rencontre. Elle nous a contacté, Madame Mdouama. Et du coup, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'au-delà de nos couleurs politiques, il faut dire qu'il n'y a pas d'étiquette politique là dans ce projet, c'était de mettre ensemble, justement, c'est ça l'île de la Réunion signifie déjà la solidarité en temps normal, et c'était pour faire valoir ce qu'on a à dire aussi au niveau de l'État, du gouvernement, c'était de se rencontrer autour d'une table avec tous les acteurs associatifs, élus, bientôt les habitants, pour mettre en lumière ce qui se passe bien, nos échanges, nos expériences, mais aussi nos difficultés. Pour moi, c'est important. C'est mieux d'être solidaire et être à plusieurs élus pour faire valoir ces difficultés-là que seul dans notre coin. Je veux dire, là, on dépasse, et ce qui m'a beaucoup plu avec Juliana, justement, c'est qu'on dépasse nos partis politiques. Certes, on a nos mouvements, nous, on est sans étiquette à la possession. C'est vraiment pour travailler ensemble, pour faire évoluer la politique de la ville, puisqu'on a pu échanger. En fait, on se rend compte aussi, quand on a ces échanges, qu'on n'est pas forcément moins bien lotis. Je veux dire, il y a d'autres communes qui sont vraiment plus en difficulté, dont Saint-Louis. Et donc, en faisant des comparaisons, ça permet d'avoir une meilleure vision de la politique de la ville, de proposer aussi à l'État, peut-être qui ne sont pas forcément sur le terrain, des propositions d'action pour améliorer cette politique de la ville sur nos territoires. Et puis, on est un acteur de proximité. Donc, on est quand même mieux placé avec nos habitants surtout, les citoyens et les associations, de porter justement cette expertise, on va dire, de ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on a reconduit justement la rencontre, parce que c'était en plusieurs étapes. Oui, la première, c'était samedi. Voilà, c'était entre élus, donc il y a quelques élus qui sont venus, pas tous. Il y en avait combien, en fait, parce que ça a été lancé quand même à... c'est assez rapide. Bon, dommage que c'est encore le temps qui fait qu'on n'a pas pu peut-être se mobiliser avec plus d'élus, plus de monde. On était à une dizaine, je crois, avec deux députés, voilà. D'accord. Et là, la prochaine rencontre, c'est? Alors, la prochaine, c'était samedi. Ce samedi-là, avec les associations qui œuvrent sur les quartiers prioritaires. Donc, on a eu encore d'échanges riches, on va dire, de point de vue de perspective qu'on ne savait pas forcément. Et après, ce sera au niveau des conseils citoyens, habitants et conseils citoyens. En fait, tous les acteurs d'une commune qui ont quelque chose à dire pour faire améliorer les actions sur le quartier prioritaire et faire valoir ça auprès de l'État, au-delà du mouvement, de notre couleur politique, comme je dis bien. Donc, ça ne change en rien. En tout cas, nous, on va suivre avec vous la démarche. On va aussi attendre
la venue, je crois, de Jean-Louis Borloo. On verra un petit peu tout ça. Et puis samedi, la réunion a lieu où Alors samedi, c'est pour les personnes du Sud, hein, donc c'est, je ne serai pas là, c'est avec Madame Mdjama pour regrouper, parce qu'en termes de comment pour se déplacer, c'est compliqué. Ouais. Et nous sera peut-être un autre lundi soir pour le côté ouest. Donc on avait fait 2 points pour pouvoir regrouper tout le monde. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir, de vous inviter de nouveau, et puis d'inviter aussi les associations pour voir un peu le travail. Oui, bien sûr, ils ont beaucoup de qu'ils choses font à dire. sur le terrain, parce que on se rend pas compte, mais on ne voit pas le travail, le volume de travail réalisé par l'association qui maintient la cohésion sociale. Oui, parce que bien ça, sûr, c'est très important. Et ça cesse que de diminuer. Et on demande toujours autant de travail sur le territoire, de proximité, donc en espérant innover ou qui nous écoutent. Merci Camille Bobard pour toutes ces précisions. Merci à vous. Nous, on va continuer. Je rappelle donc que vous êtes élus à la possession. Oui. Donc nous, on va continuer, on va rester à la possession puisque nous sommes à possession, car nous avons demandé au maire de la possession, Vanessa Miranville, quels sont les chantiers ouverts pour 2018. Alors les chantiers, bien sûr, qui vont continuer sont les chantiers physiques de Cœur de Ville, de Moulins-Joly, du chantier du réseau d'eau, également le chantier du pôle loisirs nature de Dodane. D'autres chantiers d'envergure plus restreinte vont avoir lieu. Par exemple, la rénovation dans les écoles, mettre des modulaires, remettre à neuf des cantines, remettre à neuf des écoles, des chantiers sur les équipements sportifs. On est en train de terminer la remise en état du complexe de Camp-Magloire. Et derrière les chantiers, on va dire, visibles, physiques et visibles, il y a aussi tous les chantiers humains, c'est-à-dire toutes les activités que nous allons continuer, comme le café citoyen, la Zumba, les randonnées en famille, les activités pour les seniors, pour qu'ils gardent leur mémoire, les activités pour les jeunes, le paintball, le sport, etc., qui vont continuer et qui vont se renforcer. Et on veut travailler vraiment sur cet axe de la participation citoyenne, faire en sorte que les citoyens ne soient pas juste des spectateurs, mais qu'ils soient vraiment des acteurs de ces différents événements ou de ces différents projets. Et bien sûr, travailler sur un dernier axe qui est l'axe de l'éthique du service public, rendre le service public optimal pour bien répondre aux demandes des habitants et surtout respecter cette éthique qui est celle de la transparence, de la justice, d'utiliser l'argent public de la façon la plus efficace possible et de la plus juste et raisonnable possible. Et on arrive à la dernière partie de cette émission. On reçoit donc l'invité d'Yves Montrouge. Et elle est particulière, votre invitée Yves Montrouge. Oui, je suis mis particulière parce que c'est une fille qui va nous apprendre plein de choses, nous, à toi et à moi, et même aux Réunionnaises et aux Réunionnais qui nous regardent, donc sur Télé Créole. Moi, j'ai tenu à inviter Joanne Perrier, que j'avais rencontrée, figure-toi, dans un avion au retour d'Afrique du Sud. Et effectivement, quand j'ai vu ses cheveux, forcément, ça m'a interpellé. Et puis j'ai vu son point rouge, j'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Et j'ai voulu en savoir plus. Donc je l'ai rencontrée, c'était pour un autre média, et raison pour laquelle je voulais absolument qu'elle vienne ici. Et d'ailleurs, je remercie Joanne qui a accepté mon invitation. Et on va lui poser quelques questions, et j'en suis sûr que tu as des questions également à lui poser. Joanne Perrier, donc elle... On ne dirait pas comme ça quand on la regarde, mais figure-toi, Gismith, c'est une réunionnaise. Enfin, pas tout à fait. Une zoréole, comme on dit. Elle redécouvre un petit peu... C'est une réunionnaise. Voilà. C'est une zoréole parce que sa maman est réunionnaise. Son papa est de Lyon, je crois. Enfin, de métropole. Mais ouais, elle, jurassien. Voilà, jurassien. Elle a grandi elle est née... Elle a grandi à Lyon. Mais elle est venue ici, à un moment donné, faire une partie de sa scolarité. Je crois que c'était à l'école primaire, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est voilà. de 6e. Voilà. Donc, je laisse à Joanne se présenter. Joanne, mais alors, ce que je voudrais préciser, c'est que Joanne est en vacances. Et c'est une fille qui est en vacances, enfin une jeune femme qui est en vacances, et qui ne chôme pas, parce que, là encore, Gismi, elle avait fait appel à moi, enfin, c'est moi qui lui ai proposé mes services en tant que journaliste. Je lui ai dit, écoute, allons médiatiser un petit peu tout ça, parce qu'elle fait du yoga fit camps. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Yoga Fit Camps? Non. Eh bien, Joanne, explique-nous un petit peu le Yoga Fit Camp, c'est quoi exactement? En fait, c'est le nom que j'ai donné à
à des ateliers de 2 heures, des classes en fait de 2 heures qui mêlent. C'est des ateliers de 2 heures. Le but en fait, c'est que les gens aient une meilleure conscience de leur corps, développent aussi des connexions entre les uns et les autres pendant ces ateliers. Donc c'est un mélange de yoga, de fitness et de méditation guidée. Donc je donne des sessions à la fin de 30 minutes de méditation guidée. Et mon but, c'est pas d'entraîner les gens aux Jeux Olympiques ou une compétition quelconque. Voilà, exactement. C'est simplement de leur apporter, un bien-être, vraiment du bien-être pendant ces 2 heures. Pendant 2 heures, on va sûrement chanter, danser un petit peu pour s'échauffer. Il y a beaucoup d'exercices physiques aussi, non? Oui, la partie fitness est assez intense. Hein. L'idée, c'est quand même de te faire souffrir un petit peu. Il n'y a pas de transformation sans un minimum de souffrance, que ce soit les transformations mentales ou physiques. Il faut justement aller chercher au-delà de ses limites. Si on n'essaye pas un peu de pousser ses limites, on va rester dans sa zone de confort et on va pas évoluer. Moi, mon but, c'est d'aller chercher à la fois ton mental et te pousser à aller chercher dans les limites de ton physique et aussi dans la compréhension de ton corps. Donc, à travers des exercices de fitness, de yoga et de méditation. Pour les méditations guidées, j'utilise des techniques de sophrologie. C'est inspiré aussi de Reiki, parce que je pratique le Reiki, et de Kundalini Yoga. Donc, c'est un type de yoga. On va juste résumer. Donc, sophrologie, on va dire la respiration. Ouais, beaucoup. C'est beaucoup d'exercices de respiration, effectivement. Reiki, on va dire plus d'énergie. Oui, le travail sur les chakras. Les centres énergétiques, voilà, une connaissance en fonction de tel ou tel centre énergétique, quelles sont les émotions liées, comment justement élever son taux vibratoire et son énergie. Alors, on va essayer de résumer un petit peu, parce qu'il y a quelque chose qui est bien là-dedans, c'est finalement de trouver un équilibre entre ce qui peut être des extrêmes, connaître son corps, dans tout ce qui est méditation, prendre de l'énergie, enfin, en tout cas, mettre de l'énergie, c'est-à-dire dans tout ce qui est physique, d'une part. À quel moment la personne, dans ces 2 heures, la personne va arriver à un équilibre entre son corps et son esprit? Déjà, la démarche de venir, c'est déjà, tu es dans une démarche où tu viens prendre soin de toi et tu fais un effort pour justement prendre soin de toi, ton corps et ton esprit. Et après, il n'y a pas un moment en particulier où tu es plus aligné durant ces 2 heures. C'est une question de régularité et de discipline. Moi, je ne fais que, en fait, transmettre une routine personnelle que j'ai instaurée dans mes journées au quotidien pour plus d'éveil. J'ai mixé en fait tous les éléments que j'utilise moi-même pour avoir plus d'énergie et je les ai mixés dans une classe et maintenant c'est dans la régularité. Après je te donne des atouts et c'est à toi après au quotidien de prendre ce qui résonne le plus en toi et de continuer de les travailler. Toujours ajouter l'élément ou enlever l'élément qui permet de maintenir l'équilibre du corps, de l'esprit, ou avoir besoin aussi. Puisque lorsqu'on parle de yoga, on parle de méditation, c'est d'abord un retour sur soi, c'est ressentir son corps, connaître son corps. Aujourd'hui, la démarche d'une jeune femme comme vous, c'est quoi? C'est donner de l'envie aux gens, les motiver ou leur dire que finalement, sur le chemin qu'ils choisissent, quel que soit le chemin qu'ils choisissent, c'est à eux de trouver, je dirais, un petit peu cet équilibre. Oui, et les réponses en eux. Ne pas forcément digérer toutes les réponses toutes faites qu'on nous donne dans cette société où on nous mitraille justement de... Société très consumériste, voilà. Je veux dire, on est presque à la merci d'eux, alors à un moment donné, il faut savoir prendre soin de soi-même et puis... et chercher les vérités en soi-même. Voilà. Et... je t'interromps parce qu'il y a un côté un peu philosophique aussi chez Joanne, parce que pourquoi vous ne le connaissez pas, mais moi je le sais, et je vais le dire aux téléspectateurs, il faut dire qu'elle est en vacances actuellement, est arrivée le 14 janvier ici, parce qu'elle n'habite pas La Réunion.
Elle est auréole, certes, elle a grandi elle a vécu 2 ans ici, mais elle vit en Afrique du Sud, ce qui explique un peu peut-être ses cheveux. Elle s'est établie en Afrique du Sud, à Johannesburg, à Joburg, pour les initiés, d'accord. Et elle a un club là-bas qui s'appelle, une association, Mojo Home, et elle habite en Afrique du Sud. Comme vous la voyez là, parce qu'elle est très humble, elle est très simple, elle habite chez les moines bouddhistes, c'est ça? Alors, on n'est pas tous des moines. J'habite dans un temple bouddhiste, effectivement, le plus vieux temple bouddhiste d'Afrique du Sud. Mais on n'est pas tous des moines. Certains qui vivent dans le centre ont vécu en tant que moines durant plusieurs années, mais sinon, il y a aussi des gens qui sont dans une vie spirituelle et d'autres qui le sont peut-être moins. Mais dans tous les cas, c'est... Elle mène des actions caritatives aussi, parce que je crois tu cuisines avec les autres collègues pour à peu près 150 personnes par semaine. Tous les mardis, en fait, on a une soup kitchen. Et donc, on prépare à manger pour 150 SDF. Alors moi, je me suis autonomée responsable 3D. Ça veut dire Dishes, Documentation and Distribution. Donc vaisselle, distribution et je fais les vidéos. Mais au début, je coupais les légumes, etc. Bref, on est une équipe de volontaires et tous les mardis, en fait, grâce à des sponsors, on peut du coup nourrir en moyenne 150 SDF tous les mardis. Elle enseigne donc également la danse, un peu le chant, notamment avec les jeunes petits Sud-Africains qui sont plutôt de milieux défavorisés, c'est ça, qui fréquentent ton association. Donc, elle fait tout ça, mais elle a une vie, moi, ce qui m'a interpellé, c'est parce qu'elle était dans la mode au départ, elle a fait une grande école de mode à Lyon, et après elle a changé, et elle a commencé à travailler, elle a voyagé en Chine, en Inde, aux États-Unis, et puis tout d'un coup, elle a changé tout ça, et elle s'est réfugiée dans ce monde-là, elle s'est installée en Afrique du Sud. Et quand je lui ai demandé pourquoi, c'est parce que ça correspond à sa philosophie de vie, à sa vision de vie. Et ce qu'il faut dire aussi, Johanna, par exemple, tu es en vacances, tu vas repartir dimanche en Afrique du Sud, mais tu vas refaire tes valises pour 3 mois pour New York, c'est ça? C'est l'idée, ouais. C'est l'idée. D'accord. Donc ça se profile bien. J'ai trouvé mon logement, j'ai pas encore pris mon billet d'avion, c'est pour ça que je dis encore c'est l'idée, parce que tout n'est pas encore... Et puis il faut bien que je prépare un vrai business plan, un vrai plan d'action aussi pour ne pas aller à New York à l'aventure, à perte pour l'organisation. Mais c'est quelque chose parce que c'est vrai que derrière il y a toujours cette organisation, le Mojo Home. Ah oui, c'est vraiment c'est mon moteur, quoi. En fait, j'avais déjà... Pourquoi New York? Parce que j'avais déjà monté, à l'époque, c'était une entreprise. Ça s'appelait Dream Society. C'était un collectif artistique. On vendait des produits de mode. On utilisait 30% des fonds, en fait, pour faire des programmes humanitaires. Du coup, là, à l'époque, c'était à Madagascar, parce que j'avais démarré ma carrière en tant que designer à Madagascar. Et j'ai arrêté cette entreprise-là parce que je sentais que, justement, trop de mode... c'était pas forcément... mon chemin à plein temps, ça nourrissait pas suffisamment mon âme, même s'il y avait quand même les programmes humanitaires. Et le Mojo Home, en fait, c'est un peu une renaissance de tout ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour Dream Society, pour ce collectif artistique, j'étais partie à New York pour faire des levées de fonds. Et j'avais commencé, en fait, en vendant mes t-shirts dans la rue. Et ça avait très bien marché. Et ça a vraiment créé toute une histoire. Et du coup, tu vas essayer de renouveler l'expérience. Oui, avec du coup plus de sagesse maintenant, parce que ça c'était en 2013, donc 6 ans plus tard. Aujourd'hui, quel est l'objectif de Johanna? L'objectif, la vision, j'aimerais en fait avoir un studio. Un studio, ça peut être une grande maison avec une grande salle qui servent en fait à donner les classes, que ce soit des classes pour adultes ou pour enfants. En Afrique du Sud toujours, oui. Ouais, en Afrique du Sud, mais du coup, mon séjour à La Réunion me fait de plus en plus vouloir plus être impliquée sur ce qui se passe ici. Et la réponse aussi des Réunionnais me donne envie vraiment de plus agir ici, en faisant les brocantes, les marchés, etc. pour mes levées de fonds. J'ai fait un peu philosopher les enfants que je rencontrais et je vois qu'il y a
qui a de la jugeote. D'accord. Que Donc tu es en train de nous dire que si ça se trouve parmi tes projets, tu aimerais peut-être revenir dans l'île natale de ta maman? Là, ma visibilité pour l'instant, elle est, je vais repasser 3 mois à New York, après je vais repartir encore 3 mois en Afrique du Sud pour continuer les programmes. Dans tous les cas, je reviens ici en décembre. Et l'idée, ce serait peut-être de passer, non pas 1 mois, mais peut-être 3 mois et attaquer plus sérieusement, justement, des programmes aussi pour enfants, peut-être faire des interventions dans les écoles, leur inculquer, leur donner des techniques de méditation, peut-être aussi dans les maisons de retraite, les faire un peu danser avec la biodanza, c'est des techniques aussi voilà, de bien-être. Mais bon, pour répondre à cette question, quelle est la vision globale? La vision globale, ce serait d'avoir voire plusieurs studios où les enfants qui ont envie ou besoin puissent venir et recevoir des ateliers artistiques qui amènent aussi à une certaine conscience philosophique, parce que le but de tous mes workshops, de tous mes ateliers artistiques, c'est toujours de leur inculquer des valeurs philosophiques derrière. Il y a toujours des morales et des leçons, et de les initier à travers une routine un peu ludique au yoga et à la méditation, donc à une meilleure connaissance de leur corps et de leurs émotions. Donc des ateliers pour enfants, et aussi donc différentes classes pour adultes, que ce soit yoga ou collaborer avec aussi d'autres professeurs, danse, fitness, etc. Mais tout lié donc autour du bien-être et du développement personnel. Et si ça pouvait rester justement des classes sur un principe participatif, pour moi, ce serait le rêve, que ça puisse être financé par exemple par les communes, que je puisse continuer à faire mes interventions comme je fais sur Saint-Paul, là par exemple sur le front de mer, et que ça puisse être financé par les communes, etc. Ça pourrait parce être qu'il faut préciser que génial. c'est une initiative personnelle, surprise sur ses vacances. Elle est arrivée et elle a dit comment faire. J'aimerais bien apprendre un petit peu aux autres ce que je sais faire, ce que j'ai appris moi-même, et d'où l'organisation, enfin la réalisation de ces cours de Yoga Fit Camp sur le front de mer de Saint-Paul. Elle a passé une annonce, elle a donné rendez-vous, il y a des gens qui ont répondu. Donc voilà un petit peu ce qu'elle fait. Tu n'avais pas remis les pieds ici à La Réunion depuis combien de temps? 7 ans. Depuis 2011. Depuis 2011. J'étais venue en vacances 3 semaines parce que j'habitais à Madagascar à cette époque-là. Ouais. Et pour les gens qui voudraient voir un petit peu ce que tu fais, je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube, il y a tout ça. Oui, il y a alors une adresse, le site Mojo, Mojo, M-O-J-O--6, OM.org. D'accord. Mojo. D'accord. .org. Et si, pour ceux qui voudraient connaître un peu plus, Joanne, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a un Facebook, il y a un site. Ouais, donc le site internet mojo-6home.org. Donc il y a justement un descriptif pour les classes Yoga Fit Camp qui s'appelle normalement à l'origine Light Warriors. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de dire qu'elle avait quelques petits soucis au départ quand je lui parlais, mais elle me disait toujours des choses en anglais. C'est l'habitude, une question d'habitude. Mais bon, après, rassurez-vous, parce que maintenant je commence à parler en français. Elle parle créole, elle parle français, elle parle donc voilà. Mais c'est vrai, le fait de vivre en Afrique du Sud, elle parle couramment l'anglais. Elle parle anglais, quoi. C'est en fait c'est quelque chose qui me touche depuis qu'on a débuté cette discussion, c'est cette ambivalence. Toujours d'un extrême à l'autre. Vous vivez dans un temple bouddhiste. Un temple bouddhiste. Les moines sont chauves. Comme moi, oui. Mais comme je disais, on n'est pas tous des moines. Oui, et je me disais qu'ils acceptent ce genre de coiffe, sans état d'âme. Là, ça relève un petit peu plus, je dirais, des tribus d'Afrique. Ces femmes qui ont toujours cette... ces hautes coiffes et... Ça, j'allais dire, là encore, il y a un petit peu des paradoxes, il y a des oppositions. Est-ce qu'aujourd'hui, Joanne, c'est plus ou moins ce qu'elle cherche, son identité, entre l'Afrique, l'Inde, avec son point rouge? Oui, je dirais que je suis un citoyen de la Terre. Vraiment, je suis tout ça. Tous ces pays dans lesquels j'ai vécu, toutes ces villes dans lesquelles j'ai vécu, elles font partie de moi. Parce qu'on a parlé de Madagascar tout à l'heure, il n'y a pas un moment, il s'est pas encore arrivé le moment où j'en ai envie de poser un peu ses valises et de se dire voilà, ça c'est ma terre. C'est ce que je lui avais demandé, je me rappelle effectivement. Oui. C'est difficile à dire. En fait, après, l'envie peut y être, c'est sûr, et il y a un besoin aussi de stabilité de ma part. Mais d'autre part, j'ai le sentiment que je suis assignée d'une mission, et cette mission est ma priorité. Et
si ça nécessite pour moi de bouger, si c'est dans ce but-là, eh ben, je continue de bouger. La question va être très personnelle. Que cherche Joanne aujourd'hui? Que cherche Joanne aujourd'hui? Elle cherche simplement, en fait, à laisser cette terre dans un meilleur état qu'elle ne l'a trouvée. C'est tout ce qu'elle cherche. Donc, ça, on revient sur le proverbe, c'est un proverbe Maasai qui dit on emprunte la terre de nos enfants. Non, on n'hérite pas de la terre de nos parents, mais on emprunte la terre de nos enfants. Oui. Il faut toujours veiller à ce que cette terre, la mère nourricière, celle à qui on doit une vénération sans faille, il faut la toujours accompagner. Mm-hmm. Et dans la démarche, c'est ça? Oui, c'est un éveil de conscience. C'est pas que à travers des yoga fit camp, c'est à travers justement notre alimentation, notre manière de consommer. Donc c'est vraiment d'être un enfant de la terre. Ouais. Un serviteur de la terre. Et ce contact aujourd'hui, je veux dire, l'être humain a perdu cette relation que l'être humain doit avoir normalement avec la terre. C'est parce que la terre est nourricière, c'est elle qui apporte tout. On a l'impression que l'homme aujourd'hui, l'homme ou la femme ne se rendent plus compte que elle doit tout ce que eux doivent à la terre. Ouais. Alors, je pense que, alors effectivement, il y a des moments où justement, moi-même, la semaine dernière, et bon, ceux qui me suivent peut-être verront ma référence, mais il y a des moments où justement, moi, je suis très attristée par cette perte de conscience, mais en même temps, on est dans une époque où il y a un éveil de conscience qui est en train de se faire. Okay. Et c'est comme le yin et le yang. De toute façon, plus on va down, plus on va vers le bas, plus en contrepartie, il y a des gens qui vont justement prendre conscience de certaines choses et élever un peu tout ça. Donc, je pense, et ça se voit dans toute façon, à l'échelle planétaire, il y a une tendance à l'éveil, vers un retour vers les choses qui sont essentielles. Là, en ce moment, la tendance du moment, c'est on parle beaucoup de cette marque de pâte à tartiner, blablabla. Voilà. Okay. C'est plein de petites choses mis bout en bout qui font au final cet éveil. Mais de toute façon, le changement ne peut se faire que chacun à sa petite échelle. Hein. D'accord. En tout cas, on va continuer à vous suivre puisque vous faites des vidéos. On va voir avec vous comment on pourra diffuser ce que vous faites. On pourra montrer quel que soit l'endroit où vous êtes sur cette terre. Ah c'est génial. D'accord. Et on va en tout cas suivre ça. Merci. Merci beaucoup, Joanne. Merci à vous. Joanne Perrier, merci Yves Montrouge. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci également à François Virapin et merci également à Laëna pour leur collaboration toujours excellente. Moi, je vous dis à demain.